Le lieutenant Jackson exprima son mépris pour la mission, la décrivant comme la tâche la plus ennuyeuse qu'il ait jamais reçue, tandis que ses bottes de combat s'enfonçaient dans la boue violette inhabituelle de l'exoplanète LV-426. Après 6 mois dans l'espace profond à collecter des échantillons de la planète la plus monotone de la galaxie, le caporal Winters répondit, équilibrant un récipient de collecte sur son genou tout en calibrant son scanner, en déclarant « Mieux vaut s'ennuyer que d'être enterré ». Jackson rétorqua, remettant en question la validité de ce dicton, suggérant qu'il serait plus approprié de préférer les loisirs dans une station balnéaire de luxe sur Europe plutôt que d'endurer un froid extrême. Engagé dans la collecte de sol extraterrestre sur une boule de boue, Jackson a exprimé des doutes quant à son inclusion dans le manuel officiel. Il rejeta le manuel avec mépris. Soudain, un éclat brillant illumina le ciel, interrompant son juron. Les 2 soldats se sont instinctivement accroupis, leur entraînement s'activant avant même qu'ils ne prennent pleinement conscience de la situation. L'explosion lointaine qui suivit valida leur compréhension. C'était le vaisseau. Winters chuchota, tonneau inquebrantable à pesar de la Hamnasa imminente. Jackson répondit, accédant déjà aux affichages tactiques sur ses communications de visière. Demandez si quelqu'un surveille le statique, répondit-il, jurant de manière plus inventive cette fois. Quelqu'un vient de détruire nos moyens de retour, déclara-t-il en retirant son fusil de son épaule, et je soupçonne qu'ils n'ont pas fini. L'amiral Ktik de l'hégémonie méridienne regarda l'affichage holographique avec ce qui pourrait être considéré comme de la satisfaction parmi les siens, ses mandibules cliquetaient de manière rythmique, un son que ses subordonnés avaient appris à associer au plaisir. Le vaisseau humain a été neutralisé, rapporta son officier des armes, un méridien plus jeune dont Carpet conservait l'éclat irisé de la jeunesse, aucun survivant détecté. Excellent, répondit Kazk, ses 4 yeux principaux se concentrant sur la surface de la planète et l'équipe au sol. Nos scans indiquent 12 humains dispersés sur le continent nord dans une configuration d'exploration standard. Ils semblent être des scientifiques accompagnés d'une équipe de sécurité. Parfait, les mandibules de l'amiral cliquetèrent rapidement. Déployez les équipes au sol. Je veux des captifs pour étude, le conseil s'intéresse particulièrement à leur structure neuronale, remarqua son second. L'amiral Verti s'approcha avec prudence. Amiral, si je puis me permettre, nos renseignements indiquent que les forces de sécurité humaines pourraient représenter une menace significative. Peut-être devrions-nous envisager de les éliminer depuis l'orbite. Kestik dirigea ses 4 yeux principaux vers son subordonné, tandis que ses yeux secondaires restaient fixés sur l'écran, un geste reflétant à la fois l'attention et le mécontentement. Le Conseil ne nous a pas envoyés à l'autre bout de la galaxie pour les éliminer depuis l'orbite, soit amiral. Il souhaite comprendre comment ces primates ont réussi à s'étendre si rapidement malgré. Leur infériorité technologique est évidente. Nous sommes d'abord des scientifiques, des guerriers ensuite, et bien sûr, l'amiral en premier, répondit-il, ses antennes se plaquant contre sa tête en signe de soumission. Je souhaite simplement vous rappeler l'incident de Proxima Centauri. Proxima Centauri était une anomalie, un vaisseau humain solitaire face à un vaisseau d'exploration n'est guère comparable à notre position de force actuelle. De plus, ajouta-t-il en se retournant vers l'écran, ces humains étaient militaires, tandis que ceux-ci sont principalement des scientifiques. Même leurs forces de sécurité seront minimales, comme vous le dites, amiral. Préparez les vaisseaux de débarquement, j'exige l'appréhension de ces humains dans la prochaine rotation planétaire. Au départ, il s'est déplacé pour se conformer mais a hésité. Règle d'engagement, monsieur, les protocoles de capture standard dictent de neutraliser, pas de tuer. Cependant, Kaz hésita un instant. Si le personnel de sécurité montre de la résistance, vous êtes autorisé à utiliser la force nécessaire, nous avons besoin des scientifiques, pas des gardes. Compris, amiral. Alors que Verity partait préparer les forces terrestres, Kisk scrutait les signes vitaux humains sur son affichage de si délicates créatures, en effet,
au corps mou et vulnérable. Malgré leur défense naturelle minimale, les moyens par lesquels ils avaient évolué en une espèce significative restaient énigmatiques pour l'hégémonie méridienne. C'était le but de leur expédition, percer ce mystère particulier. Si la résolution nécessitait une dissection, c'était un sacrifice souvent exigé par la science. « Quel est le plan ?» demanda le lieutenant Winters, le dos contre un affleurement rocheux tandis qu'elle inspectait ses systèmes d'armement. Jackson resta silencieux un moment, les yeux fermés alors qu'il se concentrait sur la superposition tactique se mettant à jour dans son implant neural, suite à l'explosion qui avait tout anéanti. Leur vaisseau avait également neutralisé l'antenne de communication principale, cependant, le réseau maillé à courte portée reliant l'équipe au sol restait fonctionnel. Torres et Mendoza sont actuellement immobilisés près de la crête occidentale. Il a finalement déclaré que le Dr Thompson et son équipe scientifique se trouvaient sur le site géologique lorsque la situation s'est détériorée, et il n'y a eu aucune communication de leur part jusqu'à présent. De plus, il n'y a aucun signal de Washington ou de Kowalski, qui étaient les plus proches du navire au moment de l'explosion. Sa mâchoire se crispa. Martinez, Singh et O'Neill avancent pour sécuriser l'équipe scientifique, avec le docteur Harrington les accompagnant. Winters. Il hocha la tête, traitant les informations concernant les hostiles non identifiés, mais le vaisseau ne s'était pas autodétruit. Jackson ouvrit les yeux, son expression sombre. « Nous avons de la compagnie, et ils ne sont pas hospitaliers, remarqua-t-il, faisant référence sarcastiquement à l'explosion. Le seul moyen de rentrer chez nous, murmura Winters. Une idée de qui nous avons offensé cette fois-ci? Nous sommes dans un territoire contesté, cela pourrait être les Arcturiens ou peut-être le syndicat d'Orion. Merveilleux, soit des adversaires insectoïdes, soit la mafia de l'espace. Je soupçonne les insectes, le syndicat aurait tenté de nous rançonner d'abord. Un bruit ressemblant à du métal déchiré résonna. À travers la vallée, le sifflement caractéristique des armes énergétiques résonna, provoquant une tension chez les deux soldats. Cela vient de l'emplacement de l'équipe scientifique, déclara Winter, déjà en mouvement. Jackson lui saisit le bras. Attends, nous devons être stratégiques à ce sujet. Si nous fonçons imprudemment, nous finirons simplement morts, et des soldats décédés ne servent à rien. Alors, que faisons-nous? Restons ici pendant que nos camarades sont massacrés? Jackson sortit une carte topographique sur son HUD et la projeta entre eux. Nous pouvons utiliser le terrain, il y a un ravin ici qui mène derrière le site géologique. En utilisant la stratégie de The Blind Side, évaluez les circonstances et agissez ensuite lorsque nous avons un avantage tactique. Winters examina la carte et hocha la tête en signe d'accord, déclarant, cependant, s'ils éliminent notre personnel, je n'attendrai pas une occasion optimale. Jackson plia ensuite la carte et prépara son fusil, en ordonnant, restez bas, restez silencieux, et pour l'amour du ciel, survivez, je ne remplirai pas les papiers si vous périssez. Son inquiétude fut notée, à quoi le lieutenant rétorqua, je suis un humanitaire. Ils avancèrent, se conformant aux ombres de la flore extraterrestre, et ne parlèrent plus, se soumettant au silence. Les soldats, ayant servi ensemble assez longtemps pour anticiper les mouvements de l'autre, maintenaient un rythme confortable. La boue violette s'accrochait à leurs bottes, mais ils ajustaient leur démarche pour minimiser le bruit en s'approchant du ravin. Un nouveau son émergea, le crépitement distinct des insectes de communication de Méridian. « Tu gagnes le pari, murmura Winters. Il n'y avait pas de piscine. Il y a toujours une piscine, Jackson fit signe de se taire alors qu'ils atteignaient le bord du ravin. En bas, ils observaient un mouvement, les carapaces irisées des soldats méridiens encerclant quelque chose. Le docteur Thompson et deux autres scientifiques semblaient être des captifs humains, à genoux avec les mains liées par des entraves énergétiques. Le détail de sécurité qui les accompagnait ne montrait aucun signe de résistance. « Je compte 8 tangos », murmura Jackson,
les identifiant comme une équipe de capture standard de Méridian équipée principalement d'armement non létal. Il désigna l'un des plus grands Méridiens, dont la carapace affichait des insignes de rang. Celui-là porte un fusil à impulsion définitivement létal. Nous devrions le neutraliser en premier. Jackson fronça les sourcils, reconnaissant les complications. Où sont Martinez et les autres? Ils auraient dû arriver auprès de l'équipe scientifique avant les insectes. Comme en réponse à sa question, une rafale de coups de feu éclata de l'autre côté de la clairière. Les deux soldats se sont instinctivement accroupis plus bas, observant les Méridiens se disperser pour se mettre à couvert, traînant leurs captifs avec eux. Voici notre diversion, remarqua Jackson. En avant. Ils descendirent rapidement le ravin, profitant du chaos pour approcher la position de Méridian par derrière. À travers les interstices du feuillage, ils aperçurent des éclats de lumière. Les coups de feu et la brume de mouvement accompagnaient l'équipe de Martinez alors qu'ils affrontaient l'adversaire. Martinez, ici Jackson, murmura le lieutenant dans ses communications. Nous approchons de votre 6. Ne tirez pas, je répète, ne tirez pas dans notre direction. Il y eut un moment de statique avant que la voix de Martinez n'émerge, tendue mais distincte. Reçu, LT. Nous les engageons, mais nous sommes en infériorité numérique. Ils ont l'équipe scientifique en vue. Tenez votre position, nous avançons. Jackson fit signe à Winters, indiquant une manœuvre de flanc. Elle hocha la tête et s'éloigna discrètement. À droite, tandis qu'il manœuvrait à gauche, les deux soldats restèrent accroupis en se préparant à l'assaut. Le commandant Méridien émettait des ordres à voix haute dans le dialecte criard de son espèce, en désignant les captifs d'un appendice griffu tout en déchargeant simultanément son fusil à impulsion sur l'équipe de Martinez avec l'autre. Jackson aligna son tir, expira lentement et appuya sur la gâchette. La tête du commandant Méridien explosa dans une gerbe de matière iridescente, son corps s'effondrant en un tas de membres convulsifs. L'instant où le RS d'hiver a commencé à tirer depuis sa position, éliminant deux autres Méridiens avant qu'ils ne puissent réagir. Les insectes restants se dispersèrent, entraînant les scientifiques avec eux à la recherche d'un refuge. L'un des Méridiens leva ce qui semblait être un communicateur vers ses mandibules, mais il fut tiré de ses mains par une rafale précise depuis la position de Martinez. Pas de demande de renfort, murmura Jackson, se concentrant sur une autre cible. C'est tout simplement impoli. L'échange de tirs fut bref mais intense, car l'équipe de capture de Méridian était conçue pour maîtriser les scientifiques plutôt que pour s'engager dans un combat. Le personnel militaire s'est retrouvé piégé dans un échange de tirs mortels. En quelques minutes, 7 des 8 étaient décédés ou incapables de se battre. L'individu restant, une figure de petite taille présumée être un médecin, chercha refuge derrière une formation rocheuse, tenant toujours le docteur Thompson comme un bouclier. Ne tirez pas, ordonna Jackson dans les communications. Nous avons une situation de prise d'otage. Il avançait prudemment, son fusil pointé vers l'étroite ouverture par laquelle la tête des Méridiens devrait émerger pour l'observer. Et, tête de cafard, appela-t-il, tes camarades sont morts. Face à la mort, tu te retrouves sans option. Libérer l'humain, ou nous pourrions recourir à des mesures extrêmes. Un bruit de cliquetis émanait des rochers, accompagné de la voix tendue du docteur Thompson. Il ne vous comprend pas, lieutenant, ou il feint l'ignorance. Alors traduisez pour moi, Doc. Informez-le que je deviendrai de plus en plus hostile s'il ne vous relâche pas. Il y eut une brève pause, suivie par Dr. Thompson tentant d'articuler dans une approximation de la langue méridienne que les cordes vocales humaines pouvaient produire. Le crépitement a répondu, semblant perturbé. Il déclare qu'il est un non-combattant. Thompson a traduit un message d'un scientifique, demandant un passage vers son vaisseau. Jackson ricana, déclarant que les scientifiques ne s'engagent généralement pas dans des opérations d'enlèvement et que le vaisseau est actuellement inactif.
Après un autre échange de gazouillis et d'approximations humaines, il a été communiqué que des vaisseaux de largage supplémentaires sont en route, ce n'était que la première vague. Se rendre maintenant était conseillé pour éviter ce que je crois être un euphémisme pour la mort, comme l'a fait remarquer Winters depuis sa position. Les insectes ont toujours eu une manière de communiquer particulière. Jackson délibéra sur leurs alternatives. Si des forces supplémentaires de Méridian approchaient, leur position deviendrait rapidement intenable. Ils avaient besoin d'informations, et rapidement. Doc, renseignez-vous auprès de notre associé sur leurs intentions envers vous et votre équipe. Thompson engagea des communications rapides supplémentaires avec son captif avant de répondre. Il semble qu'il s'intéresse à nos structures neuronales, en particulier à notre traitement de la peur et de la douleur. Eh bien, ce n'est pas du tout de bon augure, remarqua Martinez via les communications, tandis que Jackson maintenait son fusil pointé sur la cible. Renseignez-vous sur le nombre de vaisseaux supplémentaires et leur arrivée prévue après la traduction. Thompson a signalé que 3 autres vaisseaux étaient en route, attendus dans environ 20 minutes. Jackson, prenant une décision, a ordonné de proposer un échange, l'avis de la créature contre des informations essentielles pour la survie. Thompson a transmis cela, mais la réponse était sceptique, remettant en question l'assurance qu'il ne serait pas tué après l'assistance. Instruire de communiquer que si la terminaison était l'intention, il serait déjà décédé. Nous ne capturons généralement pas de prisonniers, cependant, nous faisons une exception en raison de notre bienveillance. Après que Thompson ait transmis cela, il y eut un silence prolongé. Finalement, le médecin méridien apparut prudemment derrière les rochers, un appendice griffu tenant toujours le bras du docteur Thompson, bien que de manière moins menaçante. Il était plus petit que les soldats qu'ils avaient rencontrés auparavant, sa carapace exhibant une teinte d'iridescence plus claire ornée de marques que Jackson supposait indiquer sa désignation scientifique ou médicale. Ses 4 yeux principaux clignotaient rapidement alors qu'il évaluait les humains. Jackson, maintenant sa position de fusil, fit remarquer l'atmosphère chaleureuse. Il a ordonné à Martinez de sécuriser les autres scientifiques pendant que Winters surveillait leurs nouvelles connaissances. Alors que Martinez et son équipe s'efforçaient de libérer les captifs restants, Jackson interrogea le médecin méridien sur son nom, optant pour la politesse étant donné leur interaction imminente. Thompson communiqua avec l'extraterrestre et transmit sa réponse. Il s'identifia comme spécialiste scientifique SECT, un neurobiologiste, ou médecin du cerveau. Excellent. Jackson sourit froidement et fit comprendre qu'ils étaient désireux de s'engager dans une discussion approfondie concernant les structures neuronales des méridiens, en particulier celles impliquées dans le traitement de la peur et de la douleur. Thompson hésita avant de traduire, semblant mal à l'aise. Informez-le simplement, DOC, que je n'ai pas l'intention de disséquer notre nouvelle connaissance, je cherche seulement à comprendre les implications. Après que Thompson ait transmis le message, les antennes du méridien se sont aplaties contre sa tête, un geste que Jackson interpréta comme de la peur. Bien, remarqua-t-il, maintenant nous nous comprenons. Premier ordre, transmettre des informations concernant les envois aériens doit spécifier leur lieu d'atterrissage et leurs capacités opérationnelles. L'agitation de l'amiral Ktik était palpable, se manifestant par le cliquetis rapide de ses mandibules et le mouvement de ses antennes. Le centre de commandement du vaisseau méridien, inexorable logique, était autrement silencieux, interrompu seulement par ces sons et le bip sporadique des équipements de surveillance. Il a demandé, malgré qu'il connaissait déjà la réponse. Non, répondit l'officier des communications. Toutes les tentatives d'établir un contact avec l'équipe au sol ont échoué. Établir le contact a échoué. La dernière transmission indiquait que 3 scientifiques humains avaient été sécurisés, mais la communication a brusquement cessé par la suite. Les vaisseaux de la 2e vague ont décollé comme prévu, amiral, ils atteindront la surface dans environ 12 minutes. La mandibule de Kistei se figea alors qu'il contemplait la situation. Le manque de communication pourrait être attribué à une interférence naturelle,
car le champ magnétique anormal de la planète avait été noté dans leur scan préliminaire, mais le timing reste suspect. Un scan amélioré de la zone de dépose qu'il a commandé. Je cherche à clarifier les conditions dans lesquelles notre personnel entre. L'officier des capteurs acquiesça, recalibrant les réseaux de détection avancés du vaisseau pour se concentrer sur la région où l'équipe initiale avait descendu. Après un bref intervalle, l'affichage holographique se rafraîchit, révélant des signatures thermiques dispersées sur tout le terrain. Fascinant, remarqua Kazk en scrutant l'affichage. Ces signatures thermiques dévient de la formation anticipée de notre équipe de capture, certaines présentent des schémas de mouvement indicatifs de stratégie militaire humaine. Le sous-amiral Vert, qui avait surveillant depuis une station secondaire, je me suis approché de l'affichage principal. Amiral, je crois que l'évaluation initiale pourrait avoir été erronée, les forces de sécurité humaine semblent avoir neutralisé notre première équipe. Impossible, répondit Kisk, bien que sans conviction totale. Une équipe de capture standard de Méridian devrait être plus que capable de soumettre un petit contingent de gardes humains. Les preuves indiquent le contraire. Amiral, le ton devait être méticuleusement neutre, peut-être que les renseignements concernant les forces de sécurité minimales étaient inexacts. Les mandibules de Ctei claquèrent en signe d'accord. Sous-amiral, sous-entendez-vous que notre préparation minutieuse pour cette mission était insuffisante? Pas du tout, amiral. Je note simplement que les humains ont constamment montré des capacités imprévues lorsqu'ils sont confrontés à des défis. Ne mentionnez plus l'incident de Proxima Centauri, Kitik interrompit, ses yeux secondaires se rétrécissant en fente, c'était une aberration, une anomalie statistique. Bien sûr, amiral, acquiesça Veranteni, mais il persista. La prudence dicterait de rappeler la deuxième vague jusqu'à ce que nous ayons plus de clarté. Des informations plus complètes. Kazk jugeait que les paramètres de la mission n'étaient pas suffisamment permissifs pour permettre une prudence excessive, le Conseil anticipait des résultats plutôt que des justifications. Cependant, la perte d'une deuxième équipe serait difficile à justifier. Après un moment, il ordonna, signaler au vaisseau de largage de maintenir une haute altitude et déployer des drones de reconnaissance pour évaluer la situation. J'exige une confirmation visuelle immédiate du sort de la première équipe. L'amiral Verti s'apprêta à communiquer les ordres. Kazk redirigea son attention vers les signatures thermiques, leurs schémas de mouvement troublèrent son esprit analytique, suggérant une embuscade potentielle. Il reconnut brusquement, avec une alarme évidente dans le cliquetis rapide de ses mandibules, que les humains étaient au courant de la seconde vague imminente et se positionnaient stratégiquement pour intercepter. Devrais-je donner un rappel immédiat? L'amiral demanda, tandis que Verti, anticipant déjà l'ordre, hésitait. La retraite signifierait l'échec, ce que le chef méridien ne pouvait pas accepter facilement, cependant, persister avec le plan actuel entraînerait probablement d'autres pertes en personnel. Par conséquent, il décida de modifier la stratégie, les vaisseaux de largage se déploieraient à une altitude maximale, sans force terrestre, et à la place, ils exécuteraient un bombardement orbital de toute la zone. L'amiral observa les antennes tressaillir de surprise, le Conseil avait expressément exigé des spécimens vivants. Cependant, en raison du bombardement, le Conseil devra se contenter des restes que nous pouvons récupérer. Kitik intervint, déclarant, « Je ne sacrifierai pas d'autres vies de Méridiens à ces créatures comme vous l'ordonnez. » L'amiral Vert procéda à la communication des nouvelles directives. Sa posture indiquait qu'il n'était pas entièrement convaincu de la prudence de cette stratégie, Kitik ignora l'expression nuancée de scepticisme. En tant qu'amiral, la responsabilité reposait sur lui, et il obtiendrait la gloire lorsque la mission triompherait, peut-être pas comme initialement conçue, mais réussie néanmoins. Il refusait d'être le deuxième commandant de la Méridienne à être déshonoré par les humains. Proximu Covey ne permettrait pas une récurrence pendant son mandat, les plans ont été modifiés. Jackson remarqua, en baissant ses jumelles, que les vaisseaux de largage maintiennent une haute altitude et ne se posent pas,
ce qui est favorable, n'est-ce pas, demanda Torres sur l'individu assemblant un dispositif explosif improvisé dans la zone d'atterrissage prévue, affirmant que la situation était plutôt défavorable. Jackson a dit que s'ils ne se posent pas, c'est probablement parce qu'ils élaborent un plan alternatif, un plan que nous trouverons probablement désagréable. Winters, qui avait observé leur captif de Méridian, devint hésitant. Ali, accompagné du docteur Thompson, a indiqué que notre connaissance insecte suggère qu'ils sont probablement en train de passer au bombardement. Winters a dit que c'est manifestement la politique habituelle de Méridian lorsqu'une équipe au sol est portée disparue et que la cible est classée à haut risque. Jackson a remarqué que plutôt que de combattre d'autres insectes, nous devons éviter les frappes orbitales, cette journée continue de s'améliorer. Le docteur Thompson avança, sa blouse de laboratoire autrefois immaculée maintenant déchirée et souillée à la fois par de la boue violette et le bleu irisé des fluides corporels des Méridiens. Le lieutenant Su a fourni des informations potentiellement précieuses. Le vaisseau Méridian en orbite est un vaisseau de recherche, pas un vaisseau de guerre, et ses capacités de bombardement sont limitées. Jackson haussant un sourcil, définit limité, il lui manque l'armement substantiel pour dévaster le monde, cependant il peut sans aucun doute anéantir cette vallée. Thompson a expliqué qu'il existe une vulnérabilité que nous pouvons exploiter. Les boucliers du vaisseau sont conçus pour la recherche dans l'espace profond, offrant une protection contre les radiations et les micrométéoroïdes, plutôt que des défenses de niveau militaire. Comment cela nous aide-t-il, étant donné que nous n'avons pas la capacité d'atteindre l'orbite ? Thompson sourit faiblement, la technologie du service géologique comprenait des systèmes de radar à pénétration de sol qui pouvaient être adaptés en une arme à énergie dirigée. Avec certaines modifications, nous pourrions éventuellement rendre leur système de ciblage suffisamment inopérant pour exécuter une manœuvre. Jackson la regarda un moment. Je ne veux pas paraître dubitatif, mais vous proposez que nous convertissions ingénieusement un dispositif scientifique en une arme anti-vaisseau spatial en moins de 10 minutes, répondit calmement le lieutenant Thompson. Je propose de l'utiliser pour les neutraliser temporairement, pas pour les anéantir, juste le temps suffisant pour que vous puissiez exécuter la stratégie militaire extrême que vous avez probablement élaborée depuis la destruction de notre vaisseau. Il y eut une brève pause, puis Jackson émit un rire rapide et choqué, s'exclamant « Eh bien, bon sang ! Je pensais que tous les membres de la communauté scientifique ne faisaient que collecter des pierres et rédiger des articles, pourtant, moi aussi, je collectais des pierres et produisais des travaux au laboratoire de recherche en défense du MIT. » Thompson le corrigea, en disant que j'étais affilié à la DARPA, ce n'est pas ma première expérience avec des armes improvisées. Jackson hocha la tête, reconnaissant immédiatement le scientifique sous un nouveau jour. Vous et votre équipe vous concentrerez sur la réutilisation du radar. Winters, vous et Martinez êtes responsables de sécuriser le périmètre. Je exige une notification immédiate en cas de mouvement des vaisseaux de largage. Aidez le docteur avec tout ce dont elle a besoin. Et notre associé ? Winters demanda, en désignant le médecin déprimé de Méridian sous garde. Jackson contempla brièvement l'alien, décidant de l'emmener avec lui car il pourrait s'avérer utile pour obtenir des informations techniques supplémentaires. De plus, cela servait de plan de secours au cas où les circonstances se détérioreraient. Pendant ce temps, l'équipe se dispersa vers ses affectations désignées. Jackson monta à un point de vue légèrement surélevé pour évaluer le paysage environnant. La vallée ressemblait à un bol naturel, ce qui en faisait une cible optimale pour le bombardement. Ils devaient évacuer rapidement, mais la question restait, où aller ? Le vaisseau avait été anéanti, et leur communication à longue portée. Les communications étaient compromises, malgré l'évasion de la menace immédiate, ils se retrouvaient bloqués sur une planète inconnue avec des ressources limitées et des forces hostiles en orbite, nécessitant de se concentrer sur un problème à la fois. Jackson murmura pour lui-même, d'abord, éviter la détonation, ensuite, s'inquiéter de la probable non-existence du sauvetage.
Il récupéra la carte topographique de ses environs, scrutant les caractéristiques géographiques. Au nord se trouvait une chaîne de montagnes, contenant des cavernes profondes identifiées par leur scan préliminaire. S'il pouvait y accéder avant le début du bombardement, il pourrait avoir une chance de survivre à l'assaut initial. Au-delà de cela, eh bien, les choses deviendraient intrigantes. Jackson a changé son appareil de communication sur la fréquence de l'équipe. Attention tout le monde, j'ai terminé notre X-Fil. Une fois que le gadget du docteur sera prêt, nous nous dirigerons vers le nord en direction des grottes à un rythme accéléré. Les insectes ne nous attendront pas pour que nous trouvions un logement convenable. Un cœur d'acquiescement résonna, et Jackson se permit un sourire amer. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés en armement, et échoués sur une planète hostile, mais ils restaient en vie et engagés dans le combat. S'il y avait un domaine dans lequel les humains excellaient, c'était la survie. Toutes les probabilités indiquaient qu'ils ne devraient pas, amiral, nos capteurs détectent une signature énergétique anormale en provenance de la surface, rapporta l'officier des capteurs, ses antennes tressaillant d'appréhension. GTIC s'approcha de la station de l'officier, scrutant les relevés avec ses 4 yeux principaux. Précisé inhabituel, ordonna-t-il. Il semble s'agir d'une impulsion électromagnétique concentrée, monsieur, semblable à nos propres faisceaux de calibration des capteurs mais plus rudimentaires et augmentant en intensité. Identifié le même endroit d'où notre équipe au sol a disparu, il semble provenir de ce qui était auparavant classé comme un appareil scientifique humain. Les mandibules de Ctei cliquetaient contemplativement alors qu'il s'efforçait d'interférer avec nos systèmes de ciblage. Intelligent pour les primates, il se tourna vers Verti concernant l'état des vaisseaux de largage en position. Amiral, en attente des coordonnées finales de bombardement. Fournissez-les immédiatement, je veux que cet endroit soit réduit en cendres avant que quoi que ce soit de leur plan ne se réalise. Verti obéit, transmettant les coordonnées aux vaisseaux en attente. Sur l'écran principal, les 3 vaisseaux de largage repositionnèrent leur système d'armement, se préparant à tirer. Temps de bombardement, exigea Kesk, 45 secondes. Amiral, le responsable des capteurs a signalé une augmentation des interférences électromagnétiques, ce qui pourrait endommager notre précision de ciblage. L'ampleur de la perturbation est difficile à déterminer, et elle nuit également à nos propres capteurs. Kesti a ressenti de la frustration. Ces individus montrent un niveau d'irritation extraordinaire. Donnez l'ordre au vaisseau de transport de faire élargir le rayon de bombardement, je me moque de la destruction potentielle de la moitié du continent. J'exige l'éradication de ces spécimens. Amiral, l'officier des communications a pris la parole, indiquant qu'un signal en provenance de la surface était reçu. Il marqua une pause, hésitant, tandis que Tenny tremblait de confusion. Utiliser nos techniques de communication propriétaires est infaisable. Qu'est-ce qu'a fracturé Kisti? Tout notre équipement est devenu inopérant suite à des dommages, et les humains ne peuvent pas utiliser notre technologie. Néanmoins, amiral, le signal est authentique et provient d'un expert scientifique. L'appareil de communication personnel de Z, la mandibule kazatique, est devenu complètement immobile, indicatif d'une concentration profonde au sein de son espèce, alors qu'il exécutait la commande. Les haut-parleurs du centre émirent des crépitements, suivis d'un amalgame inhabituel de bruit, partiellement des gazouillis méridiens et partiellement une voix humaine, formant un duo troublant qui semblait traverser le Xi. L'exosquelette de TI. Voici le lieutenant Evan Jackson de la Force de défense de la Terre, accompagné de la traduction en crépitement fournie apparemment par le TI captif. Je suis actuellement aux côtés de ma nouvelle connaissance, TICT, qui a été exceptionnellement informatif concernant la physiologie des méridiens. Saviez-vous que le faisceau ganglionnaire à la base de votre antenne est directement lié à vos récepteurs de douleur? Matériel captivant, les antennes de Keza étaient écrasées contre son crâne de colère. Quelle est la signification de cette communication? Cherchez-vous à retarder votre mort inévitable? Après une brève pause pour la traduction, la voix humaine émergea.
affichant un ton presque amusé. Pas du tout, visage de insecte. Je souhaitais simplement discuter avant que les choses ne dégénèrent. Vous m'avez mis dans une situation précaire, vous avez détruit mon vaisseau, éliminé certains de mes associés, et tenté d'enlever les autres pour une entreprise scientifique perverse. De telles actions perturbent considérablement ma journée, vos sentiments sont sans importance. Casque répondit avec indifférence en 20 secondes. Votre position sera soumise à un bombardement orbital, votre mort est inévitable. Cette correspondance est dépourvue d'utilité. Une pause supplémentaire, plus de bavardage que cela est là où vous vous trompez, amiral. Kestik a été extrêmement éclairant concernant la structure de commandement pendant notre agréable conversation. Le Dr Thompson et son équipe ont recalibré leur appareil non seulement pour perturber vos systèmes de ciblage, ce que j'espère que vous avez observé, mais aussi pour envoyer un colis particulièrement important dans votre direction. L'étonnement de Kaka fut de courte durée avant que l'officier des capteurs ne s'exclame avec alarme, « Amiral, faisceau de particules à haute énergie détecté ». L'explication fut brusquement interrompue alors que le vaisseau se convulsait violemment, et les sirènes d'alerte résonnèrent dans tout le centre de commandement alors que les systèmes commençaient à échouer ou à signaler des dysfonctionnements critiques. Qu'est-ce que s'enquit des événements qui s'étaient déroulés alors qu'il cherchait à retrouver son équilibre? L'appareil scientifique humain a initialement articulé, sa voix tendue par l'incrédulité, qu'il l'avait transformé en accélérateur de particules et dirigé contre nos générateurs de boucliers. La fréquence exacte produisait une résonance harmonique qui incapacita le système impossible. Kisk siffla que la technologie humaine est incapable d'une telle précision. Évidemment, Ver répondit sèchement, affirmant que la voix humaine était toujours transmise par le système de communication opérationnel, indiquant ainsi sa présence continue. Amiral, les actions suivantes sont requises, rappelez vos vaisseaux de débarquement, quittez l'orbite, et informez vos supérieurs que la Terre et ses colonies sont interdites pour vos recherches scientifiques. Si vous ne le faites pas, il y eut une pause, probablement pour la traduction. Par la suite, il peut être affirmé que le Dr Thompson est extrêmement enthousiaste à l'idée de tester son nouveau faisceau de particules sur le blindage de votre réacteur. On m'a informé que les résultats seront magnifiques. Les mandibules de Casque cliquetaient rapidement alors qu'il évaluait la menace, son vaisseau spatial était compromis. Les boucliers étaient affaiblis, les vaisseaux de largage étaient équipés pour le bombardement de surface plutôt que pour le combat entre vaisseaux. Maintenant, ces primitifs avaient inexplicablement militarisé leur appareil scientifique pour cibler des systèmes spécifiques. Cela rappelait Proxima Centauri, mais en pire. Steven a demandé des nouvelles de l'état des générateurs de boucliers, sa voix méticuleusement contrôlée, indiquant qu'ils étaient hors ligne. L'amiral a informé que l'officier d'ingénierie prévoyait une période de réparation minimale de 6 heures. Bien que nos systèmes d'armement soient opérationnels, nous serions vulnérables lors de tout engagement sans bouclier. KZ contempla ses choix. La mission était manifestement compromise, le Conseil serait mécontent, mais il serait encore plus insatisfait s'ils perdaient leur vaisseau de recherche au profit d'un groupe d'humains échoués utilisant des armes artisanales. Parfois, la retraite de l'IIC était le seul choix rationnel. Choice se souvint des vaisseaux de largage qu'il avait ordonnés, sont-on ne laissant guère de place à la dissidence. Préparez-vous à un départ rapide de l'orbite. Les antennes de verre se dressèrent de surprise. Amiral, les ordres du Conseil? Le Conseil n'est pas présent. Ktik intervint, affirmant sa responsabilité pour le vaisseau et son équipage. Il a déclaré un retrait pour se regrouper et faire rapport, reconnaissant que les humains avaient fait preuve de plus de débrouillardise que prévu, nécessitant une réévaluation. Après une brève pause, Versi acquiesça et commença à donner les instructions nécessaires. Casque redirigea son attention vers la communication en cours avec la surface. Vos conditions sont acceptées, humains. Nous allons nous retirer, mais sachez que l'hégémonie méridienne n'oublie pas.
Nous reviendrons avec des forces plus grandes et une intelligence supérieure. Votre victoire aujourd'hui n'est qu'un report de l'inévitable. La réponse de l'humain fut rapide, la traduction suivante, hâte de vous revoir, tête de cafard. Nous laisserons les lumières allumées pour vous. Oh, et nous gardons Swed comme souvenir, j'espère que cela ne pose pas de problème. Avant que Kazk ne puisse répondre, la communication fut interrompue. Il resta immobile pendant plusieurs instants, ses mandibules complètement immobiles, témoignant d'une profonde retenue. La colère au sein de son espèce, l'amiral a demandé avec hésitation vos ordres pour un départ à la vitesse maximale. Ktik répondit, sa voix dépourvue d'émotion, de tracer une route vers l'hégémonie la plus proche. Avant-poste, je rédigerai personnellement le rapport pour le conseil tandis que ses subordonnés s'exécutaient rapidement. Kazk retourna à son fauteuil de commandement, ses pensées se dirigeant déjà vers les développements suivants. Les humains avaient triomphé dans cet engagement, néanmoins, ils avaient également révélé des aperçus significatifs sur leur ingéniosité. Leur capacité d'adaptation, leurs compétences techniques inattendues sous pression, toutes seraient développées dans son rapport, guideraient la stratégie ultérieure de l'hégémon. Il conclut que les humains étaient définitivement une espèce captivante, peut-être plus méritante.